s'il y a donc voilà, plus spécialement de questions par rapport à cette communication-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est inviter déjà à se préparer donc Corinne Bailly et Julie Scelfo de la Haute École Robert Schuman, catégorie paramédicale, qui vont nous présenter une communication qui s'intitule Évaluation intégrée sur base des ECOS, donc en soins infirmiers. Donc si je ne me trompe pas, ils nous viennent de Libramont aujourd'hui. Merci de nous accueillir. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est peut-être déjà connue par certains d'entre vous, puisque vous verrez en fin de présentation, nous avons créé un groupe de travail autour de l'Écosse. Donc je vais reprendre à la base. De cette manière, ceux qui ne connaissent pas encore le principe et le concept vont pouvoir le découvrir. Nous allons voir un petit peu le concept, les objectifs et tout ce qui s'ensuit, description, organisation et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, les impacts pédagogiques tant pour le côté professoral que pour le côté estudiantin. Donc, au niveau du concept, nous n'avons pas réinventé la poudre puisqu'il y avait des définitions et qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà travaillé à cela. Donc, l'ECOS, c'est quoi? C'est l'évaluation clinique objective structurée. Donc, c'est en gros une évaluation des capacités de l'étudiant qui, sur base d'un outil validé, va nous servir à objectiver la mobilisation des différentes ressources que l'étudiant dispose. Donc, quand on parle ressources, c'est tous les savoirs cognitifs, les attitudes, les aptitudes et autres, face à une situation clinique complexe. Donc, la première personne qui a mis en place l'ECOS, pour le rappeler, pour ceux qui ont fait des différentes recherches, c'est quand même Ardennes en 1975. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis l'ECOS ici à la Haute École Robert Schuman de Libramont et en soins infirmiers particulièrement? Nous nous sommes rendus compte que le temps d'accompagnement en stage se réduisait fortement et avec le nouveau décret, évidemment, ça avance aussi dans cette optique où on est de moins en moins présent avec l'étudiant. On s'est rendu compte que nous avions une évaluation certificative beaucoup trop importante, donc cette place était beaucoup trop importante par rapport à l'évaluation formative. Donc là aussi, on s'est rendu compte, après plusieurs réflexions, que l'évaluation des étudiants était tout à fait inéquitable. Un étudiant qui est évalué en médecine ou un étudiant qui est évalué en chirurgie ou en revalidation n'a pas forcément la même situation clinique et de ce fait, il y avait une grosse inégalité. Nous n'avons pas attendu le décret et je ne vais pas ici dire que nous sommes prétentieux, mais déjà en 2009, là, l'équipe pédagogique s'est remise en question en se disant « là, il y a un gros problème, il faut qu'on agisse ». Donc on a alors eu une personne qui est venue nous expliquer un petit peu ce qu'était l'ECOS et sur base des objectifs en lien avec la définition, on voulait évaluer les ressources et avoir cette équité d'évaluation pour tous nos étudiants en soins infirmiers et tout ça dans une situation proche de la réalité. Grâce à cela, on s'est dit ça devrait favoriser l'apprentissage par compétence, dans cette approche par compétence, nous aider à développer davantage l'évaluation formative, améliorer alors notre cohérence pédagogique, et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin, et notamment favoriser aussi le partenariat entre les terrains de stage, les étudiants et les enseignants. Alors, pour vous montrer un petit peu la place que l'ECOS occupe actuellement dans notre établissement, vous voyez qu'en première année, donc au bloc 1 maintenant, l'ECOS a une valeur de 60% de l'enseignement clinique, avec des rapports de stage pour 25% et une évaluation continue de 15%. L'évaluation continue comprend principalement une évaluation des terrains de stage pour les impliquer dans l'évaluation de nos étudiants. Pour ce qui est du bloc 2, par contre, et du bloc 3, parce que nous mettons en place le bloc 4, mais il n'est pas encore d'actualité. Donc là, on a le certificatif en stage pour 30% et l'ECOS qui est majoritaire également pour ces étudiants-là. Donc, par rapport à cela, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça se passe.
Excusez-moi. Donc, à savoir que, comme le dit la définition, on doit mettre l'étudiant en situation complexe, situation clinique. Donc, on va le faire dans une chambre, c'est-à-dire que chez nous, dans notre établissement, nous avons la chance et l'opportunité d'avoir un couloir avec différentes classes de pratique, l'une à côté de l'autre. De ce fait, on a aménagé chacune des classes pratiques avec un lit, une table de nuit, une sonnette et autres. Donc, pour pouvoir avoir cette interaction, on va avoir l'étudiant qui va jouer le rôle du soignant. On va avoir un patient simulé, donc là ce sera un acteur externe et en règle générale ce sont des professionnels de la santé donc, qui sont partenaires de terrain, de stage, qui viennent jouer le patient simulé. Et alors on aura un enseignant qui va alors faire l'évaluateur sur base d'une grille d'évaluation qui est alors elle objectivée, donc qui va nous permettre d'avoir une évaluation tout à fait équitable pour tous les étudiants. Donc, en plus clair, chaque étudiant qui va entrer dans cette pièce, donc si on a 100 étudiants, les 100 auront la même évaluation. Pourquoi ? Parce que l'acteur aura un rôle standardisé et l'évaluateur aura aussi une grille d'évaluation standardisée et qui va lui permettre de dire c'est fait ou c'est pas fait. Suis-je assez clair ? Jusque-là, ça va ? D'accord. Alors, pour pouvoir dire que l'étudiant mobilise ses différentes ressources et ne pas s'arrêter à une seule station, parce que ça s'appelle une station, nous avons fait le choix d'évaluer les étudiants sur une période de 7 minutes à raison de 5 stations. 5 stations pour le bloc 1, 5 stations pour le bloc 2, 7 stations pour le bloc 3 et ce sera probablement la même chose pour le bloc 4. Alors, pourquoi 7 minutes ? Dans le sens où nous avons fait des tests, donc vous avez vu, on est avec ce concept de l'Écosse depuis 2009 à réfléchir et à avancer dans ce processus d'évaluation. Et donc, on s'est rendu compte qu'au-delà de 7 minutes, autant l'évaluateur que l'acteur, donc le patient simulé, décroche de cette évaluation. Donc 7 minutes, ça nous semble être un temps relativement adapté et adéquat pour évaluer l'étudiant. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir tout évaluer. Donc en 7 minutes, on va devoir se fixer des objectifs bien précis. Et de cette manière, on s'est dit on va faire 5 stations pour les étudiants de première année, enfin du bloc 1, pardon. Et donc là aussi, on va choisir, mais tiens, dans cette station-ci, on va plutôt évaluer des capacités d'hygiène. Dans cette station-là, on va évaluer le relationnel. Dans cette station-là, on évaluera, par exemple, l'ergonomie, manutention de l'étudiant. Et donc, on va pouvoir balayer quelques capacités qui vont nous montrer que l'étudiant avance dans son cheminement d'apprentissage et va développer cette compétence. Donc, pour faire ce circuit, donc c'est une très lourde organisation, donc pour faire ce circuit, on doit alors faire en sorte que les étudiants arrivent en même temps à l'école. Comme on l'a dit, c'est une évaluation. Les étudiants auront tous la même station, donc les mêmes situations. Donc on ne veut pas qu'ils se parlent entre eux, dans le sens où l'étudiant qui va commencer le premier à faire la station, s'il divulgue les informations aux autres, les autres vont pouvoir réfléchir. Donc on perdait alors cette équité tant recherchée. Pour ce faire, tous les étudiants vont arriver dans un local que l'on appelle le pré-Écosse. Donc ils vont arriver par vague. Il y aura les étudiants du matin et les étudiants de l'après-midi. Nous savons faire passer en moyenne 110 étudiants sur la journée, donc grâce aux locaux, comme je vous disais, et donc on peut doubler les stations. Donc, imaginons que les 50 premiers étudiants arrivent le matin, on prend les présences, on les oblige à se mettre en tenue de stage, principalement le haut. À partir de ce moment-là, ils prennent conscience qu'ils sont les soignants.
Les 10 premiers étudiants, puisqu'on a la configuration de faire passer 10 étudiants à la fois, vont passer à la station tenue où ils vont être déjà évalués. À partir de là, ils vont recevoir ce qu'on appelle un parcours prédéfini. Le parcours prédéfini va leur dire, ben voilà, à telle heure, tu passes dans tel local. Ensuite, tu vas passer à la station 2, puis à la station 3, avec un horaire vraiment prédéfini. Là aussi, c'est une grosse organisation. Nous devons réfléchir à ce qu'ils ne se croisent pas en même temps dans la même salle. Donc voilà. Une fois qu'il a son parcours prédéfini, on a notre gardien du temps qui se trouve au centre du couloir et qui va lui gérer le temps. Donc c'est vraiment le chef d'orchestre, là, le chef de gare, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est lui qui va donner le premier coup de klaxon au point de départ. Il donne un coup de klaxon, les étudiants entrent tous dans les différentes salles. Il s'exécute durant 7 minutes, le gardien du temps fait le coup de klaxon, les étudiants ressortent. À partir de là, les étudiants ont entre 1 et 2 minutes, ça c'est à nous à déterminer, pour pouvoir parcourir donc jusqu'à la station suivante. De nouveau, gardien du temps klaxonne et tout le monde a le même timing. Donc là aussi, au niveau du temps d'évaluation, il est le même pour tous les étudiants. Donc puisqu'on a notre gardien du temps. Un circuit pour les étudiants du bloc 1 et du bloc 2 dure en moyenne 40 minutes. Donc vous l'aurez compris, il passe de station en station. Une fois que c'est terminé, il va alors se remettre en tenue de ville et il va aller attendre la fin de l'Écosse dans un local qui s'appelle le Poste Écosse. Donc les étudiants ne se croisent pas. Ils ne peuvent pas communiquer. De ce fait, avec les nouvelles technologies, Internet, GSM, etc., les étudiants savent que, de toute façon, en arrivant dans le pré-Écosse, ils devront nous remettre leur GSM. Et le GSM sera rendu au post-Écosse quand toute l'évaluation est terminée. Alors j'ai parlé du temps des étudiants qui arrivent le matin et ceux de l'après-midi. Donc quand tous les étudiants du matin ont parcouru leur station, qu'ils sont tous au post-Écosse, tous les étudiants de l'après-midi arrivent au pré-Écosse. On prend les présences, une fois que les présences sont prises et qu'on a ramassé les GSM notamment, là alors ceux de l'après-midi, enfin ceux du matin peuvent être libérés et peuvent retourner. On leur rend le GSM et ils peuvent retourner. Et de cette manière, il n'y a pas d'échange entre eux par rapport aux thématiques de l'évaluation. Donc, pour illustrer concrètement cette petite mise en scène, je vais vous montrer... Comment est-ce qu'on fait ici ? Je vais vous montrer un tout petit extrait d'une station où l'étudiant du bloc 1 est en Écosse d'intégration. C'est ce qui va suivre après l'Écosse d'intégration. Et là, alors, on va voir un petit peu la conception de la classe. Je m'appelle Caroline Hibert, je suis élève de première année à l'hôpital d'Action du Travaux. Je suis venue vous donner repas. Merci. Donc là, vous pouvez constater, donc on a notre salle de pratique, on a l'acteur qui est dans le lit, on a alors l'évaluateur qui est en retrait, ici l'étudiant qui est en train de faire sa désinfection des mains juste avant de prendre contact avec le patient. Donc, on la voit relativement passée. Non, c'est très bien. Donc là, on voit l'étudiante qui est relativement mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que c'est un Écosse d'intégration et c'est la toute première fois qu'elle est confrontée à un patient dans un lit et où elle doit appliquer des instructions très précises. Ce que j'ai un peu omis de vous dire, c'est que l'étudiant, avant d'entrer dans la station, il reçoit une petite vignette avec des instructions très précises, en lui disant, ben voilà, vous allez ici notamment donner le repas chez Madame Gérard et vous avez 7 minutes pour l'installer et répondre à ses demandes. Et donc l'étudiant connaît un petit peu l'objectif de la dite station. Donc voilà. Donc là on voit qu'elle tourne un petit peu. Hein, je ne sais pas comment...
Donc, pour faire une petite synthèse de ce que j'ai déjà raconté, donc on a les stations. Alors, les stations sont préparées comment? Elles sont préparées par un groupe de travail. Donc, il y a des enseignants qui vont alors réfléchir à qu'est-ce qu'on doit évaluer chez les étudiants en soins infirmiers du bloc 1, du bloc 2, du bloc 3, et ainsi de suite. Alors, quand on va travailler les stations, donc qu'est-ce qu'on doit évaluer? Ce sont des petites situations cliniques que l'on va mettre sur papier, mais qui reviennent du stage, évidemment, avec des incontournables. En première année, un étudiant du bloc 1 doit impérativement, pour pouvoir passer au bloc 2, connaître au moins les différentes normes sur les paramètres vitaux, et doit pouvoir prendre les paramètres vitaux de la personne. Donc ça, c'est un incontournable. Et donc, on va travailler les stations avec ce que les enseignants souhaitent définir comme incontournable pour pouvoir dire de valider et de passer dans l'année supérieure. Alors, comme vous l'aurez compris, une fois qu'on a établi les stations et qu'on les a testées entre nous et avec des professionnels venus des terrains, on va alors pouvoir mettre en action, et on doit pouvoir, pour mettre en action et faire cette interaction, vraiment avoir une mise en situation proche du réel. C'est pour cette raison qu'on a pris des professionnels de la santé qui sont partenaires de stage. Pourquoi? Parce que les étudiants ne les connaissent pas en tant qu'évaluateurs. Les 2 premières années, on avait nos professeurs qui jouaient le rôle de l'acteur et ça tétanisait les étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils attachaient les compétences ou les exigences de l'enseignant avant même de s'impliquer dans la station. Je vais prendre un exemple. Quand je suis en stage, je suis extrêmement exigeante par rapport à l'hygiène des mains. Donc la première année où j'ai joué l'acteur, je faisais le patient, les étudiants, rien qu'en me voyant, « Waouh, c'est elle !» tout de suite prenaient le produit dans leurs mains pour faire leur désinfection des mains. Donc ça n'avait pas de sens parce qu'ils ne répondaient pas à mes attentes, ils répondaient à mes exigences de stage. Et de ce fait, on a un petit peu investigué et on a fait venir des professionnels, donc des partenaires, qui ont vraiment pris le jeu à être acteurs et depuis, ça se passe nettement mieux. Je ne vous cacherai pas que pour les étudiants, c'est toujours aussi anxiogène. Donc pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend réellement derrière la porte. Donc on a beau leur dire à l'hôpital, vous avez un patient qui sonne, il ne vous dit pas sur la petite vignette ce qui est attendu de vous, mais bon voilà, ça reste quand même encore une évaluation pour nos étudiants, on ne doit pas l'oublier. Donc on doit essayer vraiment de minimiser tout ce qui est relatif au stress. Et donc l'évaluation va, comme je vous l'ai dit, se faire sur une grille qui a été pré-testé puis testé et donc validé entre les différents enseignants pour déterminer les incontournables et balayer différentes capacités répondant au référentiel de compétences attendu du niveau de l'étudiant. Voilà, donc quid de l'intégration, allez-vous me dire, qu'est-ce que ça vient faire ici? Donc, qui, quand, comment, pourquoi, c'était les questions qu'on s'était un petit peu posées. Donc, on a mis en place un écos d'intégration, c'est-à-dire un écos blanc. On va mettre les étudiants dans la même situation d'évaluation que pour le mois de juin et on va l'exercer à cette évaluation. C'est-à-dire qu'il devra être en tenue, il sera évalué avec la même grille d'évaluation, il aura un acteur externe et ça va un petit peu l'aider, donc on va voir pourquoi, ça va l'aider pour l'examen certificatif. Il faut savoir aussi qu'on a développé les causes d'intégration et on demande aux étudiants de 2e année et de 3e année de participer à ces écoles d'intégration avec les premières années. Mais on est allé un petit peu plus loin avec les blocs 2 et 3, c'est-à-dire qu'on les fait travailler dans le centre de simulation, que vous allez voir la capsule un petit peu plus tard, sur des mannequins haute fidélité. Alors,
Quand est-ce qu'on le fait? Les étudiants du bloc 1 vont partir en stage et ils partent au second quadrimestre. Donc juste après les examens, il y a déjà les étudiants A ou les B qui vont partir en stage. Et donc on veut que l'Écosse d'intégration les prépare au contact patient. Et donc c'est pour cette raison qu'on le fait toujours avant le stage. Mais il faut aussi savoir que depuis maintenant l'implantation du décret paysage, on a mis en place ce qu'on appelle les activités d'intégration professionnelle. Et donc tous les lundis, à raison de 10 lundis sur l'année, les étudiants sont confrontés à des micro-mises en situation sur base du concept de l'Écosse. Donc ça ne s'arrête pas à l'Écosse d'intégration. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc on va utiliser les étudiants du bloc 2 pour accompagner les étudiants du bloc 1 lors des différentes stations. On se dit qu'avec cet accompagnement, d'une part, l'étudiant du bloc 1 se sent moins stressé dans l'évaluation, parce que l'étudiant du bloc 2 va lui dire « mais tracasse pas, ça va aller, tu verras, n'aie pas peur ». Enfin bref, il se donne des petits tuyaux comme ça. Et d'autre part, ça amène une réflexion chez l'étudiant du bloc 2, c'est-à-dire que quand on est évaluateur ou observateur, on voit plus facilement les fautes chez l'autre que quand on se regarde soi-même. Et donc l'étudiant du bloc 2 voit des choses et quand les étudiants du bloc 1 ont terminé, ils vont pouvoir discuter entre eux. Et souvent, la remarque est mieux acceptée quand c'est deux étudiants qui discutent entre eux que quand c'est un professeur qui donne la remarque. Mais néanmoins, les professeurs donneront quand même leurs remarques. Et alors, on a testé déjà l'année dernière et encore cette année, où on sollicite les étudiants du bloc 3, donc les étudiants de fin d'année, à venir jouer le rôle de l'acteur. D'une part, on voulait, puisque c'est très anxiogène, on voulait un petit peu montrer aux étudiants l'autre côté de l'Écosse, qu'ils voient un petit peu tous les préparatifs qu'il y a derrière cette évaluation. Pourquoi? Parce que les étudiants souvent disent « ouais, ils veulent nous péter », c'est leur vocabulaire, hein, désolé, mais voilà un petit peu ce qu'on entendait. Et on s'est dit il faut leur montrer que derrière tout ça, il y a une réflexion et que ce n'est pas pour aller les enfoncer et que c'est vraiment pour avoir cette équité, parce que les étudiants amenaient aussi un retour en disant « vous dites que c'est une grille qui est la même pour tout le monde, mais mon œil, quoi ». Et puis finalement, en leur montrant, en leur faisant participer, ils ont pris conscience qu'effectivement, il y avait cette équité d'évaluation entre les étudiants. Et d'autre part, là aussi, les étudiants qui sont diplômables vont sortir et vont devoir accompagner les étudiants qui viennent en stage. Et là aussi, on s'est dit, est-ce qu'on les prépare suffisamment à cet accompagnement, à ce regard objectif sur la faute ou sur les choses qui sont bien faites. Et de ce fait, en les faisant participer, ils se sentent beaucoup plus impliqués dans l'accompagnement des plus jeunes qu'eux. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait l'Écosse d'intégration? J'en ai déjà touché un peu un mot. Pour les préparer au stage, donc on a vu l'étudiante là qui était un petit peu perdue. Je fais quoi? À quel moment je fais ma DHA? Comment est-ce que je parle à ce patient? Donc on les prépare un petit peu à ça. Et on les prépare surtout à l'évaluation tant formative que certificative, puisque certaines grilles d'évaluation sont également utilisées pour évaluer les étudiants en stage, notamment par rapport aux paramètres, etc., puisque les exigences viennent notamment de notre référentiel de compétences. Ça va nous permettre de faire un petit bilan diagnostique, mais surtout d'aider l'étudiant à se situer dans son apprentissage. Donc, pour récapituler un petit peu, donc, on met en place, donc c'est ce que j'appelle les rouages de l'Écosse, on met en place l'Écosse d'intégration. Il y a alors cette évaluation diagnostique. Après cette évaluation diagnostique, nous aurons un débriefing et je vais vous montrer juste après pourquoi nous faisons un débriefing et à quoi il sert, ce qui va nous permettre une remise en question tant du côté professoral que du côté estudiantin
avec une belle démarche réflexive, de manière à ce que l'étudiant puisse mettre en action lorsqu'il sera en stage. Et donc il y a vraiment ce cheminement de réflexion par rapport à, on identifie les difficultés, qu'est-ce que je dois encore améliorer en stage pour pouvoir m'améliorer et réussir mon Écosse. Voilà. Donc, quand on fait un Écosse d'intégration, on demande aux enseignants de prendre avec eux leur PC. Vous avez vu dans la petite micro-vidéo, là, on avait l'évaluateur qui était en retrait. Donc il a sa grille qui va être encodée dans un fichier Excel et en fonction de ce que l'étudiant aura réalisé, donc on voit Q, mais j'aurais dû mettre I pour item, chaque item est alors repris dans une grille Excel. Quand l'étudiant n'a pas réalisé l'action ou l'intervention qui lui était demandée, on met 0. S'il le réalise, on met un 1. Si bien qu'en fin d'évaluation de l'Écosse d'intégration, on va pouvoir alors compter par item ce qui a été réalisé, ce qui ne l'a pas été. Pour l'étudiant, on va pouvoir lui donner alors ses résultats. Donc, chaque étudiant recevra ses résultats de manière individuelle, mais également, on va pouvoir évaluer par station. Donc ici, c'était la station paramètre, par exemple, et par classe. Alors, à quoi est-ce que ça va nous servir? D'une part, ça va nous servir de vérifier si les items ont été respectés par l'ensemble des étudiants. Donc là, ici, il y avait 110 étudiants lorsqu'on a fait cette station paramètre. Et puis, alors, on va pouvoir objectiver que sur les 100 étudiants, bah, tiens, l'item 5 et l'item 6, là, ils sont pratiquement tous en échec. Parce que ici, c'est exprimé en pourcentage de réussite. Ensuite, l'item 13 et 14, la même chose, et à la fin également. Alors, vous devez savoir que tout ce qui est sur la fin, de 16 à 21, c'était la retranscription. Et donc, là aussi, le fait de faire un Écosse d'intégration va permettre du côté professoral d'identifier où sont les difficultés principales de l'étudiant. Et de se remettre en question, de se dire, tiens, pourquoi, notamment dans ce cas-ci, pourquoi l'ensemble des étudiants ne sait pas retranscrire les paramètres sur une feuille de paramètres de manière cohérente. Alors là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu assez de temps au niveau du cours et ainsi de suite, quoi. Là, les étudiants vont voir aussi, en débriefing collectif, les résultats de tout ça. Et de cette manière, avec ces codes couleurs, ils vont être interpellés et de se dire « Waouh !» Alors là, c'était par exemple la mise en place du caisson sur l'artère brachiale. Et donc, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait que 2% qui l'avaient bien positionné. Donc là, c'était aussi interpellant. Est-ce qu'on a fait suffisamment d'exercices avec eux que pour pouvoir repérer l'artère brachiale? Et ainsi de suite. Et on va alors donner les résultats par classe. Donc vous voyez ici, c'est le groupe 5B, donc c'est la classe 1 5B. Et là, alors l'enseignant est à même de pouvoir vérifier sur les éléments qu'il a insisté ou non durant son cours. Voilà. Alors, donc, comme je viens de le dire, l'exploitation des résultats, c'est pour réaliser, j'appelle ça des statistiques, même si ce n'est pas vraiment des statistiques, mais plutôt des comptages, par station, par groupe et par année. Et donc, on va pouvoir exploiter tout cela. Donc, on est vraiment dans une démarche réflexive avec les étudiants notamment. Et je n'ai pas exposé ici les fiches réflexives que les étudiants doivent remplir en post-Écosse, mais qui aident également l'étudiant à se positionner. Et notamment les questions, c'est qu'ai-je bien réussi, qu'ai-je moins bien réussi, et pour mon Écosse suivant ou pour aller en stage, que dois-je améliorer? Et donc, on essaye vraiment de leur amener ce cheminement de pensée pour pouvoir progresser. Donc, on fait un brainstorming avec eux juste après l'Écosse et ça va leur permettre de
l'appliquer en stage, du moins on l'espère. Donc, l'impact pédagogique finalement que tout ce concept, cette mise en place de cette évaluation a amené au niveau des étudiants, c'est notamment motiver les étudiants à apprendre. Là aussi, ils savent qu'ils auront un Écosse en fin d'année et depuis qu'on met ça en place avec les AIP également, ils sont demandeurs de s'exercer. Et bizarrement, dès le mois de mai, comme ça, un petit peu avant le certificatif, nos étudiants demandent d'avoir la possibilité d'accéder aux classes de pratique pour pouvoir aller s'exercer. Et ils me demandent, puisque je suis responsable également de tout ce qui est logistique et matériel, tiens, est-ce qu'on peut avoir, notamment les étudiants du bloc 2, est-ce qu'on peut avoir une perfusion, madame, avec une trousse et tout, parce qu'on voudrait s'exercer pour le calcul, et ainsi de suite. En stage, ils sont également demandeurs de « oui, mais si j'avais jamais la station paramètre, il faut que je puisse m'exercer ». Donc on sent qu'il y a quand même une motivation qui est grandissante du côté des étudiants. Avec cette orientation vraiment sur les différentes stratégies d'apprentissage et aussi le développement de l'autonomie. Du côté enseignant, vous devez savoir aussi que chaque MFP ou enseignant qui entre dans notre établissement, on leur demande de faire partie du groupe de travail Écosse et ça leur permet d'avoir des échanges avec les enseignants qui sont là depuis plusieurs années et de prendre connaissance aussi de ce qui se fait dans les différents cours, puisque les stations sont basées sur le référentiel de compétences, mais également sur ce qui est donné au cours. Et les cours sont basés sur des données probantes, sur les dernières recommandations de bonne pratique. Et donc, ça permet aux nouveaux arrivés, ou même à d'autres, de prendre connaissance de ce qui se fait ailleurs que dans son propre cours. Donc, il y a vraiment une émulation, un dynamisme qui s'installe au sein de l'équipe pédagogique. Et puis, pour les Écosses certificatifs, tous les enseignants sont invités à participer à cette évaluation. Donc l'ensemble des enseignants de la section soins infirmiers doit participer au moins à une évaluation des étudiants, en tant qu'évaluateur évidemment. Donc on voit vraiment apparaître une amélioration au niveau des cours et une cohérence aussi pédagogique dans le sens où les stations sont basées sur les données probantes, on fait remonter les informations et de ce fait on va pouvoir modifier aussi l'accompagnement en stage et on va pouvoir aussi amener ces informations au terrain. Les richesses de notre projet, de notre projet, c'est la cohérence pédagogique, comme je viens de le développer, l'intégration des nouveaux collègues, un consensus sur les critères d'évaluation, dans le sens où quand on fait la grille d'évaluation, on ne s'arrête plus à « moi, ça fait 20 ans que je veux que ce soit ce critère-là qui soit le principal ». Non, on va se vérifier, tiens, c'était quoi l'objectif, qu'est-ce qui est demandé en stage, qu'est-ce qui est le plus important, et on va établir alors un consensus par rapport à cela. Comme je l'ai dit, il y aura une amélioration de la qualité des cours. Les limites, parce qu'il y en a à tout projet, il faut se dire que ce sont des réunions qui sont quand même nombreuses, parce qu'il faut pouvoir avoir cette cohérence et donc rien de tel que de se réunir entre nous. Une organisation lourde, comme vous avez pu le constater, mais avec les années, maintenant je vais dire que ça s'allège un petit peu puisqu'on peut reprendre les différents parcours prédéfinis d'une année à l'autre. Ça a un coût, évidemment, puisqu'il nous faut du matériel. Comme je vous ai dit, on essaye d'avoir que ce soit le plus proche du réel. Pour vous dire, hier, on a fait un Écosse certificatif en 2e année. Eh bien, il y avait une identification de plaies à déterminer. Et donc, là aussi, on a dû faire constituer une plaie. Donc, c'est un tatoueur que je remercie grandement, qui a travaillé sur une peau de cochon avec
du silicone, du faux sang, de la fibride, mais c'était remarquable. Et donc, on aurait vraiment cru que la personne qui jouait le rôle du patient qui vient de tomber dans sa salle de bain avait le genou écorché. Parce que on n'est pas là pour jouer à la poupée, on n'est pas là pour faire du semblant. Si on veut qu'une perfusion coule, elle doit couler, donc on doit être créatif. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour que l'étudiant se sente vraiment dans une chambre face à un vrai patient. Donc, forcément, ça a un certain coût. Il faut aussi accueillir les acteurs. Hein, donc là aussi, il faut café, bonbons, etc. Donc il faut les soigner, nos patients, comme à l'hôpital. Mais comme on dit à nos directions, quel est le coût de l'échec finalement? Donc autant investir un petit peu par rapport à cela et limiter les échecs. Bon. Tout ne peut pas être intégré puisque je vous ai dit ce sont des stations qui durent 7 minutes, donc on ne peut pas tout évaluer. Mais nous allons vers 4 ans, donc forcément ce n'est pas évalué à un temps bien précis, mais c'est sur le cursus. Et donc c'est pour cette raison que nous avons mis en place l'ECOS pour chacune des années. Et donc on va pouvoir voir un petit peu le cheminement de l'étudiant sur son cursus. Alors, il y a eu, en 2011, on s'est dit que, comme je vous ai dit, depuis 2009, on a mis en place ce projet. Et en 2011, on s'est lancé un super défi. Il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà venus un petit peu partager cela. Et donc, on s'est dit, mais voilà... Pour tous les impacts pédagogiques que cela peut apporter, on va alors partager ce projet. Et en partageant ce projet, on va d'une part apporter notre expérience, notre expertise par rapport à ce qui était bien, ce qui était mal fait. Et un regard nouveau fait toujours grandir un projet. Et donc là aussi, le fait d'avoir des personnes qui intègrent le groupe de travail, ça va amener un regard nouveau. Et donc on a ouvert nos portes à toutes les hautes écoles et certaines IFSI de France. Et donc là aussi, on s'est dit il faut constituer un outil d'évaluation relativement fort. En unissant nos forces, on va pouvoir alors rebondir sur nos différentes faiblesses. Et avec le décret paysage, évidemment, on a connu différentes difficultés. Et en partageant ce projet, on partage également d'autres aspects du décret paysage et on s'entraide mutuellement. Donc pas plus tard qu'il y a un mois, on a partagé notamment comment on mettait en place nos AIP et comment on pouvait pallier à nos difficultés puisque nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés. Donc voilà un petit peu, c'est principalement en Wallonie évidemment que nous sommes devenus partenaires, mais il y a également plusieurs IFSI de France et voilà. Donc chaque établissement de formation, ça c'était une petite réflexion, ne doit-il pas former une infirmière ou un infirmier? Finalement, le diplôme n'est-il pas identique quelle que soit la région? C'est-à-dire que ce soit à Liège, à Libramont, à Bruxelles ou que sais-je, nous sommes tous amenés à former les mêmes étudiants avec un même référentiel de compétences. Donc finalement, le fait de partager ce projet nous aide à avancer. Je ne vais pas dire uniformiser les critères d'évaluation, mais les critères d'évaluation de base doivent rester les mêmes. Nos exigences de base doivent rester les mêmes. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous sommes prêts à accueillir vos questions si vous en avez. J'espère avoir été suffisamment concise et précise et ne pas avoir pris trop de temps. Merci. Alors je ne sais pas si dans la salle il y a des questions ou des réactions. Ah oui, j'arrive, bougez pas. Tout d'abord, merci. Merci. Et en marche? Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Oui, tout d'abord, merci pour votre présentation. J'ai eu l'occasion, je ne suis pas du tout professeur en soins infirmiers, mais j'ai eu l'occasion de participer à des ECOS
Et ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est par rapport au débriefing que vous faites pour les étudiants. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'explications sur le comment et le quand vous l'organisez. Oui. Donc j'entends bien qu'il y a des étudiants éventuellement de deuxième qui viennent tutorer les étudiants de première et qui leur donnent un feedback. Faut-il encore être certain que ces étudiants de deuxième donnent un bon feedback? Et également à quel moment ça apparaît et est-ce que c'est bien personnalisé? Moi j'avais pensé, et je vois que vous l'avez fait finalement, filmer les étudiants en cours d'Écosse Blanc. Est-ce que ce n'est pas justement une bonne méthode, même pour chaque étudiant, de leur montrer leur prestation, entre guillemets, pour leur dire voilà où ça coince? Parce que finalement, quand on passe l'Écosse, on peut très bien se dire ça a bien été, et finalement on est passé complètement à côté. Oui, tout à fait. Donc vous faites bien de poser cette question parce que j'ai omis de dire aussi que le projet Écosse se développe dans d'autres sections que dans le paramédical. Donc il y a notamment en communication, c'est en réflexion dans d'autres catégories, je vais dire. Hein. Et donc par rapport au feedback, donc il y a d'abord directement l'étudiant de deuxième année qui va dire à l'étudiant de première année tu vois, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Donc ça, c'est un tout premier feedback. Mais comme vous dites, nous devons être sûrs de ce que l'étudiant va raconter. Donc là aussi, pour l'année prochaine, on est en réflexion de se dire tiens, ce serait bien de briefer l'étudiant de deuxième année sur quels sont les éléments importants sur lesquels tu dois insister quand tu accompagnes l'étudiant de première année. Mais alors, ce qui est surtout porteur pour l'étudiant de première année, c'est le feedback post-Écosse. Donc, on ne sait pas le faire directement le lendemain, mais en règle générale, on essaye de le faire la semaine qui suit, si c'est dans la mesure du possible. Alors, il y a d'abord un feedback en grand groupe pour présenter vraiment l'ensemble des premières années. Vous avez fait comme ceci, comme cela. Il y a tel point à améliorer, tel point à améliorer. On ne donne pas non plus la grille d'évaluation à l'étudiant. Donc je sais que ça discute assez bien par rapport à cela, mais nous nous sommes rendus compte que quand on donne toute la grille à l'étudiant, il va vouloir l'étudier du par cœur. Et quand il vient faire sa prestation lors d'un Écosse suivant, parce qu'on reprend des stations d'une année à l'autre, on se rend compte que là, alors, c'est vraiment item 2, item 3, item 4, etc. Donc c'est une récitation des items. Donc, pour l'instant, en tout cas, on se refuse à donner la grille d'évaluation, mais on donne les gros points qui sont à améliorer. En disant, par exemple, d'un point de vue hygiène, nous avons remarqué qu'il y a 70% des étudiants qui ont bien réalisé la technique de DHA. Par contre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait X% qui ne la réalisaient pas au moment adapté. Et ainsi de suite. Et puis alors, l'enseignant, comme je vous ai montré, la classe là, l'enseignant a reçu cela avec les résultats pour chaque étudiant. Et chaque étudiant va recevoir alors sa note. Parce que malgré tout, les étudiants restent étudiants, ils veulent, même si c'est pour du beurre, avoir des points. Et donc là alors, en plus petit groupe, ils sont 20, avec leur enseignant titulaire, ils vont avoir leurs points et les informations de là où ils ont personnellement raté leur station Écosse. Et quand vous parliez de filmer les étudiants, effectivement, donc, il nous arrive de filmer. Maintenant, il faut vraiment tout un système logistique, matériel et autres. Et donc, cette année, on a filmé les étudiants de première année. Et personnellement, j'envisageais de voir chaque étudiant individuellement pour leur remontrer leurs vidéos. Malheureusement, le temps ne nous l'a pas permis, mais je me dis ce n'est pas grave, je le ferai avec eux l'année prochaine, tout en début d'année, avant de partir en stage. Mais là aussi, selon la littérature, il faut être très vigilant par rapport à la vidéographie, pour ne pas que l'étudiant prenne cette vidéographie de manière négative. Donc on doit vraiment faire une belle préparation par rapport à ce regard que l'on va apporter sur la séquence que l'étudiant va pouvoir vivre
visualiser. Et donc, voilà, c'est en cheminement. Et la vidéographie sera utilisée non pas pour développer l'aspect de « tu as bien développé telle compétence ou telle compétence », mais sur la posture professionnelle. Parce que ça, c'est important. Donc, tout ce qui est capacité autre, ce sera évalué dans les cours, dans les écoles d'intégration, dans les AIP, et la posture professionnelle dans un portfolio, mais également, il va pouvoir se visualiser pour s'améliorer et aller en stage, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre demande. Voilà, au vu de l'horaire, on peut peut-être encore prendre une éventuelle question. Ou pas, remarquez, hein, s'il n'y en a pas. Ok, voilà, vous l'aurez constaté, on n'est pas en avance. C'est un problème que je connais bien, malheureusement, à titre personnel, mais donc mes collègues le savent bien. Mais voilà, par rapport au déroulement, moi je propose, on avait une pause café relativement longue d'une demi-heure. Si ça ne vous frustre pas trop, je propose de la restreindre à un quart d'heure, 20 minutes maximum. De manière, Laurent, quelle heure est-il ? 11h02, ben voilà, si on pouvait reprendre à 11h20, ça serait vraiment bien, quoi. Ça va, on fait comme ça ? Voilà, alors je rappelle, c'est un peu bizarre, je regarde la caméra qui est là, mais c'est pour les personnes qui nous suivent à distance, que pour ces personnes-là, les questions de renforcement sont en principe libérées suite aux 2 premières communications. Donc pour vous aussi, l'horaire, je le précise, c'est 11h20 la reprise pour les 2 communications suivantes.